Il est 8h, très bon réveil. Votre matinale info continue avec Nikos Aliagas. Le journal est présenté par David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Les Français vont-ils s'emparer du grand débat national ? C'est ce que souhaite Emmanuel Macron. Aujourd'hui en déplacement dans l'Eure, le président lance la concertation. Forte présence policière en ville pour éviter tout débordement. Ce mardi 15 janvier est aussi une date importante au Royaume-Uni. Les députés britanniques votent ce soir pour ou contre le projet de Brexit de Theresa May. Nous serons à Londres dans un instant. Le procès de Mehdi Nemmouche à Bruxelles va-t-il enfin parler ? Celui qui est accusé du massacre du musée juif en mai 2014 sera interrogé aujourd'hui par le tribunal. Europe 1. Cette fois nous y sommes, c'est le coup d'envoi du grand débat national. Emmanuel Macron sera aujourd'hui à Grand-Bourteroulde dans l'Eure pour lancer la concertation. Il a prévu d'échanger avec 600 élus locaux. Rejoignons sans plus attendre Jean-Gabriel Bourgeois. Bonjour Jean-Gabriel. Bonjour. Vous êtes sur place pour Europe 1. Vous avez rencontré toute une série de protestataires portant gilets jaunes et qui ont bien l'intention d'interpeller le chef de l'État. Oui, des gilets jaunes qui commencent à arriver aux abords de la ville. Certains ont même dormi ici pour ne pas avoir à passer les contrôles à l'entrée du village. Il faut dire que les accès sont déjà barrés et beaucoup regrettent de ne pas pouvoir dialoguer directement avec Emmanuel Macron pour exposer leurs doléances, comme l'explique Francis. Notre volonté, c'est d'aller faire voir d'abord qu'il y a des gilets jaunes qui veulent le dialogue, qui veulent discuter dans le calme et dans la non-violence. Et puis, s'il y a cette volonté de la part du gouvernement, la moindre des choses, c'est quand même au moins qu'ils nous reçoivent. Un arrêté préfectoral interdit toute manifestation dans Grand-Bourteroulde. Alors l'idée d'une chaîne humaine tout autour de la ville séduit, notamment Hélène. Pourquoi pas l'idée de la chaîne humaine, là où on pourra accéder au plus près, quoi. Qu'on vient pacifiquement et voilà, qu'on est là quand même. Voilà, montrer qu'ils sont bien présents ici à Grand-Bourteroulde où les vitrines des commerces de la Grand-Rue sont déjà recouvertes par de grandes planches de bois par précaution. Merci à vous Jean-Gabriel Bourgeois. Alors Emmanuel Macron ira-t-il discuter avec des habitants lors d'un de ces bains de foule qu'il affectionne ? Tout dépendra de l'ambiance, indique l'Élysée. Et vous posiez la question David, est-ce qu'on sait si les Français vont avoir envie de se saisir de ce débat ? C'est en effet tout l'enjeu pour Emmanuel Macron et son gouvernement. Un récent sondage Opinionway affirme qu'un citoyen sur deux a l'intention de participer. Notre reporter Victor Dolande a trouvé une famille de Boulogne-Billancourt qui n'a pas attendu Emmanuel Macron. Chez eux, le grand débat, c'est tous les soirs. 20h, l'heure du dîner familial chez les Cuazes. Un moment sacré pour se retrouver et discuter. En attaquant son pavé de cabillaud, Hugo, 14 ans, lance un débat sur la possibilité d'instaurer le vote obligatoire en France. Sa mère et sa sœur sont divisées. L'histoire de le rendre obligatoire, en fait, je suis un peu partagée. C'est un peu antidémocratique, donc... Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, je pense que le vote devrait être rendu obligatoire. Je pense que c'est justement par le vote que les citoyens français peuvent exprimer leurs opinions. Les sujets défilent, le référendum d'initiative citoyenne, la vie trop chère pour les étudiants, la transition écologique, sans oublier les impôts. On peut pas vouloir avoir toutes les infrastructures qu'on a en France, et on a la chance de les avoir, et ne pas payer d'impôts. Une heure passée en commun pour refaire la France, comme ils disent, et aussi apporter des idées nouvelles. Le beau-père Laurent souhaiterait notamment voir émerger dans le pays des indicateurs de bonheur. Tout est basé sur combien d'argent on gagne. Et en fait, dans l'analyse du capitalisme, on voit que plus on gagne d'argent, moins on est heureux. Donc peut-être trouver des choses à mettre en place qui rendent les gens plus heureux, mais qui passent pas par gagner plus d'argent ou par s'épanouir plus dans le travail. Autant d'avis qu'ils promettent de partager sur le site du Grand Débat. Alors ce site internet qu'évoque Victor Dolande, il n'est pas encore ouvert. Il sera mis en ligne le 21 janvier, donc la semaine prochaine. Il y aura par ailleurs finalement 5 garants de l'indépendance du grand débat, 2 d'entre eux nommés par le gouvernement, les 3 autres respectivement par le Sénat, l'Assemblée nationale et le Conseil économique, social et environnemental. L'identité de ces 5 sages ne sera connue que vendredi. On en parle depuis 7 heures de notre matinale, c'est le jour J au Royaume-Uni. Les députés britanniques votent ce soir pour ou contre l'accord de Brexit négocié par Theresa May. Oui, et partons tout de suite à Londres. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour David. Vous êtes notre envoyé spécial sur place. La première ministre, Sébastien, joue très gros puisqu'il est probable qu'elle n'obtienne pas la majorité. Ah oui, l'inverse tiendrait du miracle, hein, si on en croit les unes de la presse ce matin. C'est même une défaite cuisante, une humiliation qu'elle risque bien de subir. Certains des membres de son gouvernement estiment qu'elle devra démissionner si le revers est trop lourd. Alors que va-t-il se passer ensuite ? Là, c'est beaucoup plus difficile à prédire, hein. Théoriquement, en cas de rejet, Theresa May a 3 jours. 3 jours pour proposer quelque chose, un plan B. Peut-être espère-t-elle retourner à Bruxelles, négocier un petit ajustement et retenter un vote ensuite.
peu probable en fait qu'elle en ait le temps. L'opposition travailliste envisage de déclencher immédiatement un vote de défiance au Parlement qui pourrait avoir lieu dès demain. Les conservateurs seraient alors forcés de choisir leur camp, soit sauver Theresa May, soit risquer de nouvelles élections. Le Brexit serait alors peut-être repoussé le temps de les organiser, mais le problème serait-il résolu pour autant? Rien n'est moins sûr. En sous-main, des députés pro-européens manœuvrent pour tenter d'obtenir un second référendum. D'autres poussent pour quitter l'Union coûte que coûte, même sans accord. Bref, l'horloge tourne et la Grande-Bretagne avance en plein brouillard. Merci à vous, Sébastien Krebs. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Londres et vous allez suivre pour Europe 1 ce moment historique au Royaume-Uni. L'affaire Carlos Ghosn et ses conséquences pour l'alliance Renault-Nissan. Oui, on en sait un petit peu plus ce matin grâce à cette exclusivité Les Échos européens. Une interview avec Hiroto Saikawa, le patron de Nissan. Écoutons-en un extrait. Je ne peux pas imaginer l'avenir de Nissan sans alliance. Nous devons travailler pour cela. Nous devons la rendre plus stable et durable. Nous travaillons dur pour cela avec nos partenaires. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour David. Vous êtes le directeur de la rédaction des Échos et vous rentrez tout juste du Japon puisque c'est vous qui avez réalisé cet entretien. Alors on vient de l'entendre Nicolas, tout va bien. L'alliance doit perdurer, mais enfin franchement on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout des arrière-pensées de la part du patron de Nissan? Vous savez David, il y a d'abord une conviction, c'est que cette affaire prouve que la concentration du pouvoir dans les mains d'un seul homme était néfaste. Et ce qui a manqué, ce sont des contre-pouvoirs. Quelqu'un chez Nissan m'a dit, vous savez pourquoi Carlos Ghosn était plus puissant que n'importe quel patron? Parce qu'à tout moment, il pouvait brandir sa carte, je représente votre premier actionnaire, et hop, le débat était clos, il n'y avait plus de discussion. Donc oui, il faut rééquilibrer les choses, alors pas forcément en changeant l'actionnariat tout de suite. Vous savez que Nissan possède 15% du capital de Renault, mais 0 droit de vote. C'est un problème, mais qui peut être traité plus tard. Ce qu'il faut surtout, c'est que pour que cette alliance fonctionne, c'est qu'on respecte l'autonomie de chacun. Il ne doit pas y avoir un partenaire qui soit aux ordres de l'autre. Et en fait, Saikawa, le patron de Nissan, se donne du temps, mais oui, son objectif de long terme, c'est bien que les relations entre les deux soient plus équilibrées. Et côté français, beaucoup commencent à en avoir conscience. Justement, Nicolas Barré, est-ce que vous attendez des réactions de la part de Nissan après cette interview? De la part de Renault après l'interview? Oui, probablement, et surtout depuis qu'on a appris que Carlos Ghosn ne serait pas libéré sous caution. Et ça, je pense que ça peut accélérer les choses effectivement à la tête de Renault. Merci à vous, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Direction Bruxelles avec le premier temps fort du procès de Mehdi Nemmouche, David Doucan. Oui, je vous rappelle qu'il est jugé pour l'attaque du musée juif de Bruxelles le 24 mai 2014. 4 personnes avaient été assassinées. Ce matin, les avocats de la défense vont présenter leur stratégie et ensuite c'est Mehdi Nemmouche qui sera interrogé par le tribunal. Isabelle Horry. C'est le moment qu'attendent et appréhendent en même temps les proches des victimes. Les familles espèrent que Mehdi Nemmouche va finalement s'expliquer. Elles aimeraient des aveux, des informations sur des complices éventuels, des commanditaires ou sur l'existence de liens avec les terroristes djihadistes qui ont frappé ensuite à Paris et encore à Bruxelles. Ça fait des semaines que les avocats de Nemmouche promettent que le Français de 33 ans va donner sa vérité devant les assises. Malgré un acte d'accusation accablant, eux clament toujours l'innocence de leur client, impassible dans le box depuis le début du procès. Il a été arrêté avec des armes, avec un ordinateur contenant une vidéo de revendication, avec des vêtements identiques à ceux du tueur filmés par les caméras de surveillance. Ses défenseurs balaient tout cela. Tout s'explique, selon eux, par un complot des services secrets israéliens. Le Mossad aurait visé le couple israélien tué dans l'entrée du musée. Une théorie fumeuse, des allégations invraisemblables fulminent les parties civiles. Elles veulent croire que devant le jury, tout à l'heure, Mehdi Nemmouche dira sa vérité, mais surtout la vérité. À Bruxelles, Isabelle Horry pour Europe 1. Concluons ce journal, mon cher Nikos, en parlant du Paris Saint-Germain. Les joueurs parisiens sont actuellement à Doha, au Qatar, un voyage promotionnel chez l'actionnaire, mais avec tout de même des entraînements pour préparer les prochains matchs. Et alors vous avez, Nikos, hier, réalisé l'interview du capitaine du PSG, Thiago Silva. Et c'est rare qu'il se confie, Thiago Silva. Nous avons parlé de Neymar, d'Mbappé, mais aussi du Qatar, où se déroulera en 2022 la prochaine Coupe du Monde. Doha est d'ailleurs en plein travaux. Confirmation avec Thiago Silva. C'est une ville incroyable, bien sûr qu'il y a beaucoup de travaux encore, mais les stades sont presque prêts pour le mondial déjà, ils sont beaucoup avancés. Je suis sûr que pendant la Coupe du Monde va être magnifique. Vous évoluez aux côtés de Neymar depuis un an. Comment il est dans l'intimité? Vous le conseillez? Est-ce que vous êtes un peu une sorte de grand frère pour lui? Oui, je me sens grand frère. On essaie de parler souvent. C'est un jeune joueur encore, 26 ans. Pour le foot, c'est jeune. Malheureusement, la saison passée, il s'est blessé. Il avait été blessé avant le mondial.
Là, c'était un peu difficile pour lui, mais je crois qu'il a revenu le grand Neymar au top niveau. Ce duo Kylian Mbappé, Neymar, ça marche. Comment est-ce qu'on construit le lien justement et l'échange pour que ça marche? Je crois que c'est pas trop difficile de mettre tous les deux à jouer ensemble. Ils sont deux joueurs très grande qualité, des joueurs très intelligents. Kylian, il vient de faire 20 ans, mais ça semble qu'il avait déjà 27, 28 ans. C'est un mec qui vraiment il a une grande qualité pour être numéro 1 du monde aussi comme Neymar. Et je crois que tous les deux ensemble pour faire des choses incroyables. Le roi Pelé, votre compatriote, aime beaucoup Kylian Mbappé, il l'a salué. Comment est-ce qu'on devient un mythe dans le foot, Thiago? De faire un peu presque comme l'a fait Pelé. il a tout fait. Pour moi, Neymar, Kylian, il peut venir comme Pelé par exemple. S'il continue comme ça, avec cette progression, avec cette humidité-là, je crois que c'est possible. Bon, la question que toute la France se pose, c'est est-ce que ça va être enfin l'année du PSG en Ligue des Champions? Une chose, je peux t'assurer qu'on a l'envie de gagner. Après, dans le foot, tu ne peux pas assurer. Tu dois juste travailler, d'être prêt pour le match. Merci beaucoup, Thiago Silva. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. Merci. Et voilà pour cette interview avec Thiago Silva, le capitaine du PSG. On se réjouit, Nikos, qu'il soit bien concentré sur les prochaines échéances de la Ligue des Champions. En tout cas, personnellement, je m'en réjouis. Un mot du mondial de handball, rapidement. C'est la 4e journée de la phase de groupe ce soir. La France affronte l'Allemagne. Coup d'envoi 20h30.